Monsieur Wilfredo Mesheba, bonjour. Bonjour. Pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Wilfredo Mesheba, président fédéral Europe de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain. Je suis centrafricain à la base. Voilà, je suis ingénieur statisticien, je travaille à Paris et récemment élu président fédéral de l'URCA. Oui. Président de la fédération URCA France-Europe, je pense. C'est cela. C'est bien ça. Monsieur Wilfredo, on va commencer par l'actualité. Le congrès du MCU, c'est ça, hein? Mouvement Cœur Uni. Vous avez vu les images? J'ai vu les images, je pense qu'il y a un attroupement sans nom. Les moyens de l'État sont abusivement utilisés. J'ai vu des images d'un militaire qui s'est déguisé en militant MCU avec une moto peinte en bleu et l'effigie du président Touadéra. Ça, c'est les détournements des symboles de l'État. Et tout ce qui est militaire est censé être la politique. Donc la dérive de ce pouvoir n'a pas de limite. Et cette utilisation abusive, elle mérite d'être notée et dénoncée par tous les Centrafricains. Mais monsieur Wilfredo, quand on voit les images, vous n'avez pas peur? Oh non, il n'y a aucune peur. Nous avons, avec les moyens de l'État, il est possible les Centrafricains... En fait, ce que je veux dire par rapport aux images, sans vous couper, hein, par rapport aux images, le stade Omnisport rempli, plein de militants, il est si populaire que ça, monsieur Touadéra? La question, c'est de savoir si ce sont vraiment des militants ou ce sont des badauds qui ont été ameutés. Il vous souviendra que lors de la fameuse marche des moutons, la dernière fois, des badauds ont été ameutés pour venir à une manifestation. Ils ont été rémunérés 2000 francs CFA à la fin de la manifestation. Et pour ces montants-là, ils ont dû se battre en plus. Donc moi, on est coutumier du fait que le MCU paye des gens pour venir à ces manifestations. Ah, donc vous croyez que c'est des gens qui ont été payés? Ce sont des gens qui ont été payés, de mon point de vue, qui sont venus, voilà, et qui vont avoir un per diem. Mais de toute façon, c'est l'argent du peuple centrafricain. Si on veut leur donner leur argent, c'est de leur droit. Ils n'ont qu'à le prendre, il n'y a pas de problème. Mais on nous parle de vague bleue. La vague bleue, elle se situe où? C'est où le curseur? C'est cette vague bleue, partout on voit du bleu. Eh bien, vous savez... Pourquoi cette ferveur? Oui, vous savez, c'est... Alors, à l'URCA, nous avons opté pour un bleu dégradé. Qui va des profondeurs, ça correspond un peu à l'image qu'on se fait des profondeurs marines, qui va des profondeurs vers la lumière, et nous avons ce dégradé de bleu qui est notre emblème. Et le MCU n'a pas arrêté de nous copier, hein. Ils ont pris le bleu d'une manière. Est-ce qu'ils savent ce qu'il y a derrière? Je n'en sais absolument rien, il n'y a jamais eu d'explication là-dessus. Ils ont pris la social-démocratie comme modèle à l'époque où nous étions encore des sociaux-démocrates. Donc, la vague bleue, elle est de chez nous parce que nous l'avons théorisée, nous l'avons expliquée. Et je pense que pour nous, le bleu, il est clair. Ça fait depuis 2013 que nous sommes en bleu, que la Centrafrique est en train de se colorer en bleu. Le MCU veut surfer sur la vague pour jouer sur des ambiguïtés, mais nous serons là pour les dénoncer. Ben, en fait, c'est une bataille surtout, aussi bien sur le terrain politique, une bataille des couleurs. Mais bon, laissons ça. Je sais que vous allez faire des actions. En ce moment, on regarde un peu, on lit sur les réseaux sociaux, les réactions qui sont là. Ben, ça ne va pas être le thème de notre débat. Parlons des élections. Vous savez quand est-ce que ça sera organisé, ces élections? On va à marche forcée pour des élections le 27 décembre prochain. Nous, de notre côté, les élections, si c'est demain, on va faire des élections demain. Nous n'aurons pas de problème là-dessus. Vous êtes prêts? Par contre, oui, nous sommes prêts. D'accord. Par contre, ce que nous ne sommes pas prêts à accepter, c'est des élections bâclées, des élections insincères qui seront contestées ou qui pourraient être contestées. En 2015, nous avons fait ce choix d'aller à des élections dans des conditions terribles, parce qu'il n'y avait pas un pouvoir légitimement établi, et il fallait... trouver un pouvoir avec le label démocratique pour pouvoir mener des discussions avec les partenaires de la Centrafrique. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette situation. Nous avons un pouvoir qui est légalement établi depuis 5 ans et qui avait pour mission aussi d'organiser des élections aujourd'hui. Nous arrivons dans une phase où les élections ne sont pas tenues. En tout cas, l'organisation est mal faite et on nous emmène vers des élections dont l'issue peut être très problématique pour la République centrafricaine. Et j'en profite
avant peut-être de passer à un autre sujet, je dénonce l'attitude de l'ANE ici en France. Oui, ben justement, de l'ANE, parlons-en. Ben, l'ANE, Madame Ornaer Koué est arrivée en France dans une nonchalance sans nom qui se fout pas mal d'organiser les élections. Elle n'a pas l'air de se rendre compte du poids de l'histoire qui pèse sur ses épaules, cette dame. Même si son mandat s'achève dans 2 mois, elle est aujourd'hui décisionnaire dans l'organisation des élections. Elle ne peut pas exclure un pan entier de la population centrafricaine qui a droit légitimement à exercer son vote, le choix de ses dirigeants. Madame Ornaer a pris le choix de ne pas prendre en compte les réfugiés centrafricains. Elle a fait le choix de ne donner l'expression démocratique qu'aux centrafricains qui vivent à Paris ou autour de Paris. Et ceux qui habitent à Toulouse, ils font comment? Ceux qui habitent à Bordeaux, ils font comment? C'est toute la question. C'est toute la question. Et donc, nous lui avons demandé, et on a déjà fait 2 communiqués dans un élan unitaire avec les partis d'opposition, pour demander que cette dérive autocratique qui nous amène vers une date, sans nous donner, sans s'assurer que le contenu de ces élections-là soit bien organisé, il faudrait que Mme Ornaer se ressaisisse. Une phrase, ça ne m'a pas échappé, vous avez dit « Nous n'allons pas accepter ces élections ». Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Parce que là, on comprend, on voit que vous êtes presque devant des faits accomplis. Un passage en force au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des élections, c'est juste au niveau de Paris, les gens doivent se débrouiller pour arriver à Paris, tant pis. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, nous n'avons aucun pouvoir sur les choses. La seule chose que nous puissions faire, c'est de dénoncer la dérive en cours. L'ivresse du pouvoir est très néfaste. Il ne faut pas croire que parce que nous avons une légitimité ténue, que nous devons prendre tout le monde pour finalement des moutons qu'on doit mener dans une direction ou non pour un objectif hypothétique qui ne reçoit pas l'assentiment des Centrafricains. Moi, je tire l'attention des autorités centrafricaines, je tire l'attention de l'ANE. La Centrafrique a beaucoup souffert, les populations ont beaucoup souffert. Dans les provinces, les gens grognent. Mais nous sommes tous des républicains. Peu importe la souffrance que nous endurons, elle découle d'un choix que nous avons fait. Les Centrafricains attendent le moment où on va leur donner leur bulletin de vote pour aller faire un autre choix. Si vous les privez de ce choix, la légitimité qui sera exercée par la suite de ces élections pourrait être contestée. Aujourd'hui, personne ne conteste la légitimité du pouvoir, mais rien ne garantit que demain, cette légitimité ne soit pas contestée. La légitimité, je me rappelle les images saisissantes de votre leader, AGD, avec la main tendue après les élections, quand bien même on sentait il y avait un certain gêne, parce que pour lui, pour la population, pour une frange de la population, c'était lui le vainqueur. Est-ce que pour cette fois-ci, cette main tendue, à vous entendre parler, cette main tendue ne sera pas là? Il y aura une action? Nous sommes républicains. Oui. Nous sommes républicains. Et ce n'est pas parce qu'on est républicain qu'on peut accepter de se faire voler. Oui. Et donc, si le vol s'organise manifestement et que nous dénonçons les dérives aujourd'hui et que personne ne veut s'en rendre compte ou personne ne veut prendre en compte ce que nous disons, à un moment donné, il faudra tirer les conséquences. Vous savez, aujourd'hui, il y avait un besoin d'aller vers la paix. Le président de Ologui, il a dit, au nom de la paix, pour la paix, je renonce à porter un recours pour les élections. Il a consacré la légitimité de ce pouvoir. Ce n'était pas par faiblesse. C'était aussi par souci de mener les peuples centrafricains, de donner une espèce de cohésion aux peuples centrafricains pour aller vers une paix. Mais ce blanc-seing qui a été donné a été complètement dévoyé. Aujourd'hui, la paix, elle n'existe que pour les groupes armés et ceux qui sont au pouvoir. Et la population civile, et les partis politiques, et ceux qui n'ont pas pris des armes, et donc parce qu'ils reconnaissent un processus démocratique, ils sont pacifiques, ceux-là, ils sont ostracisés. Nous formulons le vœu que les élections se déroulent vraiment comme on le veut, comme souhaite le peuple centrafricain, mais Ali Daras, le centrafricain, ça vous dit? Ali Daras, ça n'est pas centrafricain. Ah, il n'est pas centrafricain. Il n'est pas centrafricain. Vous savez, l'acquisition de la nationalité, elle est définie par des règles juridiques. Oui. On ne s'impose pas
concitoyen dans un pays. On ne Il s'est devient pas imposé? centrafricain. Bah, il a pris les armes. Je ne sais pas comment il a réussi à justifier son enrôlement sur les listes électorales, mais jusqu'aujourd'hui, En fait, j'ai lu quelque part qu'il aurait acquis la nationalité centrafricaine par autorité du président de la République, Bozizé à l'époque. Vous avez cette information ou pas? ben, que les textes nous soient produits et que les éléments, le décret l'ayant naturalisé nous soient produits et que la procédure ayant mené à ce décret-là, ben, qu'elle nous soit produite. À ce jour, Et si personne n'est jamais au c'était courant. vrai? Si jamais c'était vrai, il faudrait en tirer les conséquences. Vous savez, la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Si M. Darassa a suivi une procédure de naturalisation légalement constituée et qui a abouti, il faudrait reconnaître qu'il est concitoyen centrafricain malgré ses forfaitures. Mais si jamais sa naturalisation est advenue dans des circonstances douteuses, avec des procédures complètement contestables, M. Darassa n'est pas centrafricain. À ce jour, de mon point de vue, M. Darassa n'est pas centrafricain. La campagne électorale. Une grande partie du territoire centrafricain entre les mains des groupes armés. Mhm. Ça vous fait pas peur? Comment vous allez vraiment battre campagne dans ces zones? Je pense que ça a été organisé. Si nous dénonçons les conditions d'organisation de ces élections et la période des 4 ans pour organiser ces élections, qui finalement n'a produit aucun résultat, c'était parce que aussi, je pense que la gestion dans la période précédente, en tout cas depuis 2016, a été faite dans la perspective des élections de 2020-2021, de façon à organiser une insécurité généralisée pour empêcher ceux qui peuvent légitimement prétendre à des sièges, à battre campagne, de ne pas y aller et consacrer des candidats qui sont bien vus et de la part du pouvoir et de la part des groupes armés. Pour moi, la lecture, elle est simple. Vous savez, le député de l'URCA qui a été arrêté récemment, en tout cas pas arrêté, mais enlevé par les éléments de Ali Darassa à Obo, ça n'a pas été fait juste, c'était pas une erreur, c'était quand même une intimidation. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Nous allons vers des élections où des candidats ne seront pas en mesure de battre campagne. Mais justement, pas seulement battre campagne, mais comment même surveiller la régularité du vote lorsque, par exemple, vous avez des assesseurs, lorsque vous avez, par exemple, des observateurs de votre camp qui seront dans des zones occupées par la rébellion armée, comment surveiller devant des hommes armés? Oui, mais en 2015, ça a pu se faire. Oui. On aurait pu imaginer que ça se fasse en 2020. Le problème n'est pas forcément le fait d'organiser des élections dans un contexte où des groupes armés contrôlent le pays. La vraie difficulté que nous avons, c'est que ces groupes armés sont alliés du pouvoir. Et donc, ils ne nous laisseront pas battre campagne si on est contre eux. De toute façon, nous ne défendons pas leurs intérêts. Toute la question est Ils là. n'ont pas du tout intérêt non plus à nous laisser battre campagne et aller dénoncer chez eux dans les zones qui, eux, ils contrôlent, où ils font leurs affaires, où ils exploitent les minerais, qu'on aille dénoncer leur forfaiture. Et c'est ça toute la difficulté. La communauté internationale ne veut pas nous entendre là-dessus en disant que la MINUSCA a tout ce qu'il faut pour nous protéger. Mais aujourd'hui, le doute est permis et d'ailleurs, les faits observés récemment confirment les inquiétudes des acteurs politiques. Monsieur Mecheba, aujourd'hui, on va nourrir l'optimisme. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites en matière de sécurité? C'est une question assez importante qui touche enfin, la sécurité, c'est le domaine du chef de l'État. Tout ce que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est des propositions pour alimenter son projet. Il viendra le moment où lui-même il va définir ses priorités et les actions à mener. Mais je pense que sur le principe, on peut être d'accord sur le fait que les groupes armés doivent être cantonnés, désarmés, et comprendre que pour aller vers la paix, ceux qui veulent signer un accord ont intérêt à préserver la paix, y compris à contrôler leur propre groupe pour ne pas qu'il y ait des abus sur les populations civiles. Vous continuez avec les accords de Khartoum? Les accords de Khartoum, voilà, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Je pense qu'il faut un nouvel accord. Je pense qu'il faut un nouvel accord parce que l'accord de Khartoum a été un cadeau fait aux groupes armés. Nous avons vu dans l'application, les groupes armés ont tout eu
Le peuple centrafricain n'a rien reçu. Il ne faudrait pas continuer avec un mauvais accord. Il faudrait renégocier les choses, notamment pour que les groupes armés comprennent. Parce que vous savez, dans un pays, la loi est faite aussi pour contraindre les gens. Quand vous signez un accord, vous vous engagez à respecter un certain nombre de choses qui peuvent être contraignantes. Et donc, pour le bien de la population, il faut un nouvel accord qui impose, noir sur blanc, aux groupes armés de déposer les armes au risque de se faire sanctionner durement par les mêmes moyens qu'ils utilisent. Ça nous amène à notre dernière question, celle de la justice. La justice. Vous avez l'intention de faire passer, j'imagine, les groupes armés, Ali Daras et compagnie, devant la justice? Commission justice réconciliation, la justice simple, la justice pénale. Qu'est-ce qu'on fait des ayants droit des victimes? Encore là, tout ce que je peux dire aujourd'hui, ça m'engage personnellement en tant que leader de la Fédération Europe URCA. Mais je pense que encore le président, si jamais été élu, il définira ses priorités. Mais malgré tout, il reste quand même des mesures de bon sens, de mon point de vue, qu'il ne faudrait pas ignorer. Vous savez, il n'y a pas de paix sans justice. Lorsque vous demandez à quelqu'un qui a subi un traumatisme parce qu'on a assassiné sa famille, d'aller vers la paix, il faut lui dire, bon, mais on a quand même essayé de passer du baume sur la cicatrice. Et donc, ça passe par la justice, ça passe par la réparation. Et ça, ce sont des mesures de bon sens qu'il faudrait appliquer. Les criminels de guerre qu'on connaît en Centrafrique, ils devront répondre aussi, éventuellement, en tout cas, pas éventuellement, certainement, de leurs crimes. Ça, c'est mon point de vue, et je pense que c'est le point de vue qui peut être partagé au sein de l'URCA. Monsieur Mecheba, je vous remercie. Ces questions, quand l'occasion se présentera, on les posera au président du parti lui-même. Lorsque j'ai bien compris que vous êtes encore sur le projet de société, lorsque ça sera finalisé, on verra plus clair. C'est bien cela, c'est bien cela. Les idées arrivent pêle-mêle, le président y tranche, il fait ses choix. Et le moment viendra où il vous dira lui-même ce qu'il compte faire sur chaque point. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut avancer, c'est des hypothèses de réflexion qui sont mûries et qui sont partagées par le plus grand nombre au sein du parti. Il y a une dernière question. Est-ce que vous avez menti pendant notre... Alors, je ne mens jamais. Ça, je préfère... Non, en fait, la question, c'est est-ce que le politique ment? Eh bien, il y a des politiques qui mentent. Mensonge par omission, mensonge avéré par transformation des faits. Un exemple? Je n'ai pas menti. Cette semaine qui vous vient à l'esprit très rapidement. Madame Ornayer qui arrive et qui nous dit que les textes centrafricains interdisent le déploiement de la haine hors de l'ambassade de Centrafrique ou hors des consulats, c'est un gros mensonge. Politiquement correct, le politique, il ment, c'est ce qui se dit le plus souvent, comme en Centrafrique. Politique tient l'assaut, c'est le mensonge, apparemment. Mais il y a aussi du bon sens, c'est beaucoup plus du bon sens. Vous savez, le propre du politique, c'est d'observer des éléments du quotidien, de les commenter, de les interpréter et de formuler des propositions. Alors il se trouve qu'à l'allure où le monde évolue, ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas demain. Et donc on peut se retrouver dans des contradictions, ce qui est complètement normal, et ça fait partie de la nature même de l'action politique. Maintenant, il y a des hommes politiques qui mentent sciemment pour induire les autres en erreur. Nous voyons bien le cas de Ngouandjika, par exemple, qui passe son temps à se faire passer pour le super-héros du peuple centrafricain et qui se contredit lui-même en avouant ses mensonges, en avouant ses vols, ses crimes économiques. Et il est adulé. Je ne comprends pas que des populations centrafricaines, des gens qui se disent éduqués, suivent un tel monsieur, qui n'a pas la légitimité de nous enseigner quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison qu'il est coupable de crimes économiques au sein d'un pays, il est coupable il viole la loi en embauchant illégalement des personnes,
hein, à qui il ne verse pas d'indemnité, ni de déclaration à la sécurité sociale, ni assurance, etc. Et il est adulé parce que pour la simple raison qu'il a essayé de construire un bâtiment chez lui. Les gens considèrent qu'il vole et il construit chez lui. Il faudrait à un moment donné qu'on soit fiers de nous et qu'on revendique nos droits. On ne peut pas être fier de quelqu'un qui nous a spoliés parce qu'il a construit chez lui. Ce n'est pas nous qui allons vivre là-dedans. Il a volé pour son bien, son propre bien, et ce n'est pas avec les bribes qui nous jettent de temps en temps dehors que nous allons être fiers de l'aduler. Et c'est ce qui se passe dans le milieu centrafricain. Moi, ça me sidère quand je vois ce genre de choses. Et c'est ça le mensonge qu'il faut combattre. J'ai bien compris, M. Wilfrido Mesheba, M. Ngwanjeka, il viendra un jour, nous le rencontrerons, il parlera, il se défendra. Je vous remercie d'avoir prêté votre temps à cette première émission. Politiquement, c'est le titre de l'émission. Il y aura une seconde partie. Ce n'est pas encore préparé. Ça sera le débat. Mais pour l'instant, c'est juste l'interview. Je vous remercie et à très bientôt. Merci, M. Mesheba. Merci à vous. Avant de finir, je voudrais vraiment vous féliciter pour cette initiative. C'est très enrichissant. Je pense que donner la parole aux politiques pour qu'ils s'expriment eux-mêmes sur voilà, ce qui se passe au pays, c'est une très bonne chose. Nous gagnerons beaucoup à soutenir cette initiative. Bravo à vous. Merci beaucoup, M. Mesheba.